Compose, épisode 2. N'en déplaise à certains, c'est un vrai boulot, l'humour. Et donc, les blagues, elles sont travaillées, elles sont testées. Et donc, on fait en sorte que oui, ce soit drôle. Et donc, les parts d'impro sont infimes. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu arrives avec en fait ce que tu as envie de représenter de toi-même, ce que tu as envie de donner de toi. Et de ce que tu as envie de partager avec les gens. Mais donc, il y a des moments où tu vas donner d'autres couleurs à ton personnage juste parce que tu vas dire quelque chose qui a l'air anodin, mais qui a de l'importance pour toi. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va t'interpeller. Là, la réaction sera peut-être vraiment plus honnête sur qui je suis réellement que la version de moi, entre guillemets, que je donne sur scène. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir l'humoriste PE. Dans ce second épisode de Compose, il revient sur ses débuts d'humoriste, lui qui visait plutôt une carrière de comédien. Avec PE, on a parlé de sa rencontre avec 2 professeurs de théâtre qui l'ont amené sur le chemin du rire, de son tout premier spectacle devant des scouts en 2005, de l'image qu'il renvoie sur les réseaux sociaux, des vidéos commencées pendant le confinement, mais aussi du fait qu'il n'a pas peur de se confronter à de vieilles idées. Je vous souhaite une très belle écoute. PE, merci d'être présent sur ce 2e épisode de Compose. Bonjour, merci à toi pour l'invitation surtout. J'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur ton parcours. Donc, comment, en fait, tu es devenu humoriste ? Ça gênerait. À la base, en fait, c'était pas humoriste que je visais, c'était comédien en théâtre. Et donc, j'ai suivi des cours de théâtre. C'était où ? C'était à l'Académie de Namur. À l'IATA ? Oui, voilà, j'étais en option, ça s'appelait option français parlé. Et donc j'ai commencé à suivre ces cours. Et dans ces cours-là, j'avais un prof qui s'appelle Hugues Domer, avec qui je suis resté en très bons termes, qui lui m'a conseillé en fait de m'intéresser petit à petit à l'humour. Parce que de un, je pense que lui sentait un certain potentiel, et de deux, il m'a fait la confidence plus tard que je pouvais développer quelque chose d'un point de vue théâtral, mais j'étais beaucoup trop jouette et qu'il y avait un gros manque de maturité. Et il me dit, enfin là, quand on s'est revu par la suite, il dit voilà, l'humour, t'es arrivé dedans et tu te concentres de façon sérieuse sur ce que tu as envie de produire. Il dit le théâtre, je ne sais pas si tu se serais concentré de la même manière. Donc voilà, j'ai atterri dans l'humour un peu comme ça. Et puis après, j'ai suivi les conseils des gens. J'ai commencé parce qu'à la base, en fait, je regardais pas du tout d'humour. J'arrivais pas à concevoir que une personne faisait rire les autres. Donc, j'ai grandi à la campagne, donc moi c'était l'imaginaire, courir dans les champs, et c'est comme ça qu'on s'amusait. Donc je crois que la première fois que j'ai vu un humoriste à la télé, c'était avec une amie qui me dit ouais, ça te dit de regarder François Pirette, et je savais même pas qui c'était. J'étais là, ouais, oui, pourquoi pas. Et donc on a regardé François Pirette et j'étais là, ok. Donc les gens ont besoin d'un homme pour se divertir, quoi. Je dis alors que nous on peut aller dans les champs et être divertis. Mais elle dit mais non, mais c'est super drôle. Et donc, en fait, au début, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et puis après, c'est quand j'ai découvert vraiment la chose que je me disais, ah oui, ok, il y a vraiment tout un univers, tout un processus, et on peut vraiment bien, bien s'amuser. Tout comme on peut vivre de grosses défaites qui deviennent après des super anecdotes. Et justement, quand il t'a dit ça, quand il t'a dit tu devrais plutôt être dans l'humour, qu'est-ce que tu as pensé sur le coup ? C'était de la frustration parce qu'évidemment, genre dans ta tête, t'es en train de te dessiner un chemin en te disant ah voilà, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'aller là-dedans, j'ai envie d'interpréter des personnages, j'ai envie d'étudier des textes d'auteurs, peu importe lesquels. Et, euh, et donc, je suis tombé dans le piège du cliché négatif. On m'a dit l'humour, je dis, mais enfin. Alors qu'en soi, en fait, c'est une mine d'or extraordinaire. Et il faudrait, en fait, pas, euh, pas dissocier de l'humour du théâtre, parce qu'en fait, y a tellement de pièces de théâtre comiques où tu dis, bah oui, ok, d'accord. Donc finalement on a vraiment dissocié les choses parce que l'humain aime bien en fait ranger les disciplines dans des cases,
Alors qu'en soi, finalement, une personne qui fait un monologue, ben voilà, c'est juste un monologue, mais maintenant on appelle ça humoriste, puis après maintenant on arrive à stand-upper. Euh, déjà, je comprends pas pourquoi on transforme, enfin pourquoi on traduit tout en anglais. Euh, genre maintenant, la mode, c'est les comedy clubs. Et c'est genre, on a révolutionné le truc avec les comedy clubs. Et tu vas me dire, oui, enfin bon, la tradition du café-théâtre existe depuis des années dans nos contrées. Et, euh, et en fait, on ne doit pas expliquer pendant des heures ce qu'est qu'un café-théâtre, alors que quand on entend, oui, mais c'est quoi un comedy club? Un endroit où les gens, ils ont une petite table, ils peuvent être à deux à table, boire un verre pendant que l'artiste est sur scène. Ah ouais, comme dans un café-théâtre, donc. Et je sais pas, on aime bien ranger les gens dans les cases. Mais donc au début, j'ai ressenti une frustration parce que je me disais, mais c'est pas exactement là-dedans que j'ai envie d'aller. Et enfin, c'était une frustration qui n'avait pas lieu d'être, puisque à partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit, en fait, non, c'est génial. Et donc maintenant, bah, j'ai la chance de monter sur scène, de faire de l'humour et de continuer de caresser l'espoir d'un jour reparticiper à un projet théâtral parce que le, le bonheur que c'est de partager la scène avec d'autres comédiens, comédiennes, c'est génial. Après, évidemment, il faut voir le projet et les gens avec qui tu es, mais c'est quelque chose de tellement jouissif. Mais je me souviens, on avait fait un projet à l'IATA, justement, où on était genre 22 sur le projet. Quand on a terminé ce projet, c'était juste fabuleux. Tout le monde était content. Ça s'était super bien passé. Et donc, il y avait tous les professionnels du théâtre qui venaient repérer des nouveaux élèves pour les hautes écoles et de trucs pareils qui étaient présents, qui avaient vraiment salué le, le projet. J'ai l'impression de dire ce mot beaucoup de fois, mais en même temps, c'est comme ça que ça s'appelle. Et les félicitations pardon, étaient nombreuses, et donc c'était super chouette de se dire waouh, on a réussi à faire quelque chose tous ensemble, et l'énergie de tout le groupe est positive, et donc c'était une grosse fête. Comme le banquet final dans Astérix et Obélix à la fin où tu sens que tout le monde est heureux, il y en a un qui mange un peu plus. C'est moi. Et vu que tu fais le parallèle avec le théâtre, quand tu es sur scène, mais pour tes spectacles, tu as l'impression d'être dans un personnage ou c'est vraiment toi? Comment tu le vis? Je pense que ce serait pas honnête de dire que c'est vraiment moi, parce qu'il y a toujours une espèce de... C'est une version de moi-même que j'apprécie, quoi, disons ça comme ça. Parce que, pour avoir un exemple concret, c'est ce que j'ai fait avec les vidéos, par exemple. Donc, dans les vidéos que je propose, on me voit souvent avec un verre à la main. Dans les photos je publie sur Internet, on me voit souvent avec aussi un verre à la main ou alors avec de la junk food. Et Ici, tu as aussi un verre à la main pour l'interview. j'ai aussi un verre à la main. Mais oui, mais alors là, c'est parce que voilà, c'est juste un verre comme ça. Mais dans les vidéos, par contre, ou dans ma communication, voilà, je le garde. Et c'était la réflexion qui se cache derrière cette communication-là. C'est c'est de constater qu'en fait, les réseaux sociaux, tout le monde est au courant que c'est quand même du fake. Et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, en fait, sur Instagram, tout le monde essaye de paraître beau. Tout le monde essaye de donner la meilleure version de soi-même. Et je m'étais dit, je vais aller à l'opposé, en fait. Moi, je vais proposer la pire version de moi-même. Parce que je m'en fous qu'on pense que je sois alcoolique ou qu'on pense que je ne fais que bouffer comme un vieux dégueulasse, dans la mesure où, en principe, tout le monde est au courant que c'est les réseaux sociaux, c'est faux. Et donc ma vie ne se résume pas juste à de l'alcool ou à des frites, quoi. Il y a aussi du cannabis, de la cocaïne, et enfin non, c'était avant ça. Mais non, mais il y a aussi genre de la salade, de l'eau, où quelqu'un me posait la question, mais tu fais que boire? Et je dis non, je fais aussi énormément de jogging, j'adore courir. C'était moi pendant le premier confinement, voilà, je courais énormément, c'est moi qui ressemblais à Bugs Bunny au feu rouge quand le feu était rouge. Mais, euh, mais j'ai déjà constaté qu'en fait, essayer de faire une vidéo en courant, c'est vachement plus difficile pour l'image. Et, euh, et donc, en fait, c'est une image avec laquelle j'aime bien communiquer. Et sur scène, ça va être pareil finalement. Je vais arriver avec une version de moi
Et parfois, en fait, sur scène, on se fait rattraper aussi par qui on est réellement. Parce que je sais, par exemple, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et j'avais été sur scène en janvier 2020, puisqu'on pouvait. Et la veille, mon grand-père était décédé. Alors bon, dans le temps, c'est vrai que c'était proche. Mais j'ai pas pu m'empêcher de vouloir en parler. Juste quand j'ai dit, ouais, j'ai un truc à dire, j'étais là, oh là 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 là. Et là, j'ai dû prendre un verre parce que sinon, j'aurais pas réussi à parler. J'aurais chialé devant tout le monde. Bienvenue à un spectacle d'humour. Je vais pleurer d'abord pendant 10 minutes. Et donc, c'est des choses où je me dis, ben voilà, j'adore dans la vie essayer de faire rire les gens. Donc, quand je monte sur scène, je me dis, les gens viennent pour ça. Malheureusement, il y a des fois, on se rate, puisque ça reste aussi la vie, c'est la vraie vie. Mais en principe, tout est mis en œuvre pour que ce soit drôle. Puis, n'en déplaise à certains, c'est un vrai boulot, l'humour. Et donc, les blagues, elles sont travaillées, elles sont testées. Et donc, on fait en sorte que oui, ce soit drôle. Et donc, les parts d'impro sont infimes. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu arrives avec en fait ce que tu as envie de représenter de toi-même, ce que tu as envie de donner de toi, et de ce que tu as envie de partager avec les gens. Mais donc, il y a des moments où tu vas donner d'autres couleurs à ton personnage juste parce que tu vas dire quelque chose qui a l'air anodin, mais qui a de l'importance pour toi. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va t'interpeller. Là, la réaction sera peut-être vraiment plus honnête sur qui je suis réellement que la version de moi, entre guillemets, que je donne sur scène. Et justement, tu disais, l'humour, c'est un vrai boulot. Comment tu as démarré l'humour? Quand on t'a dit, voilà, moi je te verrais devenir humoriste, que tu as regardé plein de vidéos d'humour. Après, comment ça a commencé l'écriture du premier spectacle? Alors, j'ai suivi des cours de théâtre à Bruxelles, dans une école qui s'appelait Parallax. Je pense qu'elle n'existe plus. Et là, c'était des cours de théâtre. Et j'ai eu la chance d'avoir dans mon cursus un prof russe, une bombe humaine extraordinaire qui, qui en fait venait nous enseigner pendant 6 mois euh, une, une version soft de la méthode de Stanislavski, donc la méthode qui est employée ou enseignée plutôt à l'Acteur Studio de New York. Et lui, comme bon, il est russe, oui, puis il est toujours en vie. Ce que j'allais dire, il était, mais il l'est toujours. Donc il est russe, ils ont ça en eux, et donc c'est assez intriguant en fait de confronter nos cultures, parce qu'on n'a pas du tout la même approche sur comment jouer. Et donc là, en fait, on avait ce prof de théâtre qui, lui, nous avait dit en début d'année, premier cours, il dit, voilà, mon but avec vous, c'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année, à la fin des 6 mois avec lui, c'est que vous soyez existant pendant 1 minute entière sur scène. Et il y a évidemment le rejet occidental et la frustration de l'ego quand tu te lances là-dedans, où tu as envie de dire mais moi j'ai envie d'être plus que 1 minute sur scène, j'ai envie qu'on me voit, blablabla. Enfin, donc ça c'est tout un cheminement à travers soi-même où l'ego parle plus qu'autre chose. Et en fait on a fait tellement de choses avec ce prof, aussi bien corporel que entre guillemets spirituel ou des trucs pareils sur la respiration, qu'on a arrivé à exister 1 minute sur scène. Et parmi les exercices, en fait, il nous avait demandé d'écrire un texte, peu importe le texte, peu importe comment on avait envie de le raconter, comment on avait envie de le défendre. Et j'ai écrit c'était quoi? J'ai écrit une recette de bolognaise. Comment faire une bonne bolo, mais plutôt que de donner les ingrédients, j'avais imaginé que chaque ingrédient appartenait à une ville en Italie. Et donc c'était un voyage d'Italie. Et les gens, enfin les gens, donc les gens à ce moment-là, c'est les autres élèves, plus le prof, avaient rigolé. Et je m'étais dit, ah, ils avaient peut-être pas tort, mon premier prof. Euh, il y a moyen de faire rire, et en plus, là, c'est moi qui l'ai écrit. Et chose improbable mais magique, c'est que j'ai découvert, genre 2 ans après avoir eu cours avec ce prof de théâtre qui venait de Russie, que mon premier prof de théâtre avait été son élève. Et donc je m'étais dit, ah, la boucle est bouclée. Les deux personnes qui m'ont amené dans le chemin du rire
avaient travaillé ensemble. Et donc je m'étais dit, ah, ça c'est chouette. Je suis pas un adepte du c'est le destin ou des trucs pareils, mais je m'étais dit, en tout cas, je suis très content de ce genre de nouvelles. Donc voilà, la première approche avec l'humour, ça a été celle-là. Et ensuite, euh, cette recette n'a été drôle qu'une fois. Je l'ai faite cette fois-là, elle a été très drôle, j'ai voulu la reproduire. Et le truc, c'est que là, j'ai découvert que c'était important de tout écrire. Parce que sur le moment même, en fait, il y a un espèce de mécanisme de défense où, quand t'as pas le choix d'autre chose, tu vas donner. Bizarrement, les cheminements vont se faire dans ta tête et paf, tu vas trouver la bonne phrase, le bon mot. S'il n'est pas noté, la deuxième fois que tu vas le faire, tu vas pas avoir quelque chose de spontané, tu vas être dans une réflexion de te dire comment je l'avais dit la première fois, j'avais eu le bon mot, les gens avaient bien ri à ce moment-là et ça me semblait être la bonne. Et si tu l'as pas noté immédiatement, si tu l'as pas enregistré, malheureusement, il y a de fortes chances qu'il soit perdu. Et c'est ce qui s'est passé avec ma recette de bolognaise. Ce sketch a été drôle une fois et c'est tout. Mais après, donc il y a quoi? Il y a J'ai essayé de me remettre chronologiquement. Le premier spectacle, c'était Chic et Choc en 2012. Non, non, alors non, il y a eu beaucoup plus tôt que ça. Il y a eu en 2005. J'étais dans les mouvements de jeunesse à Malève-Sainte-Marie. Et ça a coïncidé avec la période où j'étais en école de théâtre. Et dans l'unité, en fait, ils proposaient toujours que chaque section de l'unité, donc maintenant c'est des louvettes, des louveteaux. Anciennement, c'était lutins, louveteaux, guides, scouts, pionniers. Et chaque section, en fait, ils nous demandaient à la fête d'unité de faire un spectacle. Et honnêtement, moi, j'étais chef chez les scouts. Et voilà, les animés qu'on avait, je pense que la tranche d'âge, si je ne m'abuse, c'est 12-17. Autrement dit, pile poil la tranche d'âge qui n'a pas envie qu'on lui dise voilà, maintenant on va faire un spectacle devant toute l'unité, vous allez faire une petite chorégraphie, une danse. Tu sens que ça ennuie tout le monde. Il y a vraiment ce côté d'adolescence en disant ouais, non, mais non, on préfère plutôt être de ce côté-là, en train de, bref, rien faire, mais avoir l'impression de faire. Et donc, je m'étais dit, je vais proposer aux scouts, je vais dire, moi, je fais des trucs de théâtre, j'ai envie de devenir humoriste. Je pourrais à la limite proposer, plutôt que vous fassiez une danse ou un truc du style, moi j'écris 20 minutes de blagues sur la vie dans le monde du scoutisme. Évidemment, bah, les chefs qui étaient à mes côtés ont soutenu le projet, nos scouts aussi. Je l'ai proposé aux chefs d'unité qui ont dit, ah, c'est vraiment une bonne idée. Et donc, en fait, finalement, tous les aînés n'ont pas dû proposer des spectacles. Et là, j'ai fait 20 minutes. C'est mes premières vraies 20 minutes sur scène, dans un cadre particulier où là, je me retrouve avec un public qui connaît le sujet. Et donc, peu importe ce que je vais dire, ça va résonner chez eux. Donc, je ne pense pas que c'était le spectacle de l'année, mais ça a été à ce moment-là un bon moment pour tout le monde et ça a rigolé du début à la fin. Donc ça a été super chouette à vivre. Et suite à ça, j'ai eu ma première proposition professionnelle où c'est des gens qui organisaient le spectacle de Pichi Banda, le spectacle Un fou noir au pays des Blancs. Ils le proposaient à Boisfort et ils m'ont demandé de venir faire la première partie. Et donc là, j'ai fait sa première partie et j'ai trouvé ça en fait très étrange parce que cette personne m'a donné le meilleur conseil de toute ma vie, mais au début, en fait, j'ai du mal avec les conseils des gens parce que j'ai toujours envie de découvrir par moi-même pour comprendre par moi-même. Ok, j'ai été par là, c'était pas bon, donc je sais pourquoi j'irai plus. Et donc, au moment où je fais la première partie de Pichi Banda, l'humoriste en vogue et ultra à la mode, c'est Gad Elmaleh. Avec son spectacle L'autre c'est moi qui a fait le tour de la francophonie, voire peut-être même un peu plus, puisqu'il avait fait une tournée aux États-Unis et qu'il y avait des anglophones qui avaient été le voir, parce qu'il y a un reportage où ils disent on n'a pas compris ce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'il bouge bien. Et donc forcément, ben, là, il y avait déjà, là, il y avait clairement maintenant l'envie de développer un truc en humour. Et j'avais vu donc le spectacle de Gad où je me disais mais waouh, le gars il joue, il va dans tous les sens, il court, et bon, la partie où il danse, tout ça c'était pas pour moi, mais c'est tellement bien fait que je restais séduit. Et j'arrive en première partie de Pichi Banda et qui, entre parenthèses, humainement est vraiment dément.
Euh, et il me dit, voilà, tu joues où? Et ce qui paraît bizarre comme question, en fait, à ce moment-là de ma vie. Donc, je crois qu'on est en 2005-2006. Et, euh, et donc, je me retrouve dans la position de lui dire, ben, là, j'arrive là sur scène, puis après, je vais aller un peu là, puis après, je vais aller un peu là-bas. Et, euh, et lui m'a dit, non, le mieux, c'est tu prends 1 mètre carré, tu restes dedans, et tu t'adresses aux gens, et tu parles. Et c'est une technique de conteur, en fait, puisque cet homme est un conteur extraordinaire, un conteur qui est drôle. Et c'est vrai que moi, j'ai fait donc, la première partie où j'ai joué entre 15 et 20 minutes. Et effectivement, j'ai fait tous mes allers-retours sur scène où on aurait dit un vrai jogger. Et après, j'ai vu son spectacle et là, le réaliser en fait en le regardant, de se dire ah, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de sauter dans tous les sens pour arriver à atteindre les gens. Le gars a raconté son histoire, c'était juste surpuissant, c'était super drôle. Et, euh, cette magie qu'il a en fait à juste développer son charisme sur 1 mètre carré plutôt que de ok alors ça va, je dépense toute mon énergie corporellement qui, qui pour certaines personnes en fait est une dépense énergétique. Moi je l'ai découvert, maintenant c'est vrai que je préfère aller dans une lignée de Pichi Banda qui a une sorte d'économie corporelle extraordinaire, mais il économise à ce niveau-là pour tout donner dans un imaginaire fabuleux où il nous emmène dans une histoire où finalement il n'a pas besoin de bouger, tu es suspendu à ses lèvres et quand il a envie que tu rigoles, tu rigoles. Donc j'avoue que j'aimerais bien arriver à avoir la force de ce gars-là. Et comment ça se passe, toi? Comment, pour tes premières 20 minutes, tout était écrit. Enfin, on t'a dit, tu as proposé 20 minutes écrites. Comment tu t'es mis dans le mood? Voilà, maintenant j'écris, je fais mon sketch. Et après, pour les prochains spectacles, comment t'as travaillé en fait? Alors il y avait 2 styles d'humour dans mon passage parce que j'avais, j'avais, j'avais à cette période-là très envie de suivre les pas de Raymond DeVos parce que je suis amoureux de Raymond DeVos mais d'une force extraordinaire. Je sais pas, ben, normalement ah oui le coffret complet est là-bas en audio, il est juste somptueux, enfin voilà, c'est du pain béni et j'avais écrit tout un sketch en mode Raymond DeVos quoi. Donc c'était pas un texte de Raymond DeVos mais quand on l'entendait, on se disait ouais ok d'accord, t'as envie de faire comme Raymond DeVos. Et, euh, et j'ai réalisé après coup finalement que ben, je suis plus client que vendeur de cet univers-là, mais donc il y avait cette partie-là et celle-là je l'avais écrite parce que j'écoutais tellement Raymond DeVos que j'avais envie d'écrire comme lui. Je me disais mais ce mec est un génie, ce gars connaît la langue d'une force euh, indescriptible parce que vraiment il utilise les bons mots au bon moment. C'est un passionné de la langue et donc vraiment un magicien. Voilà, je pense que le bon mot, c'est un magicien. Tu sens qu'il a une petite baguette et hop là, pouf, il vient te cueillir au bon moment. Et après, il y avait un autre mélange sur justement plus à la Gad Elmaleh sur l'observation de la vie de tous les jours, qui est un piège en fait quand j'avais vu ce spectacle parce que on réalise pas en voyant un spectacle aussi abouti que le spectacle de Gad Elmaleh dans L'autre c'est moi, toutes les heures de travail qu'il y a derrière. Ça a l'air tellement simple parce que justement, c'est des heures et des heures et des heures de boulot et de très certainement de ratures, de changements, d'échecs. Mais quand on voit le produit fini, on se dit, mais moi aussi je pourrais le faire en fait. Et donc j'avais commencé aussi à essayer de faire des sketchs d'observation de la vie de tous les jours, qui n'étaient pas extraordinaires. C'était pas mauvais, mais c'était pas extraordinaire. Mais c'était pas encore le style dans lequel je suis aujourd'hui, mais qui m'a mis genre 10-12 ans à trouver en fait comment j'avais envie de parler aux gens. Et du coup, tes anciens sketchs, tu es encore en accord avec eux aujourd'hui ou pas forcément, vu cette évolution? En accord à quel... Est-ce que tu pourrais encore les faire aujourd'hui ou est-ce que tu te sens plus à l'aise de les jouer ou est-ce que ça ne te ressemble plus finalement? Ah, bah, y a certains propos que je partage toujours, mais il y en a d'autres où, à mon avis, je les défendrais différemment. Ou au contraire, il y a des trucs où je dirais, je suis plus en accord sur certaines choses, mais j'aurais pas peur de me confronter à des vieilles idées.
parce que je trouve ça aussi intéressant de voir le cheminement, de se dire, quand j'ai démarré, j'étais là, et maintenant, 15 ans plus tard, je suis là, et donc, oui, parce qu'on vit dans une société qui te reproche très facilement des choses que tu aurais pu dire à l'époque. Je sais pas si dans mes tiroirs, j'ai des trucs vraiment catastrophiques, mais, euh, mais j'ai certainement déjà dû avoir des maladresses. Et ça me dérangerait pas d'être confronté en disant bah oui, voilà, oui, ok, d'accord, j'ai dit ça il y a 10 ans. Eh ben, j'ai évolué. Donc, c'est pas. Ça, c'est pas tellement grave. Parce que j'avais déjà vu, c'était quel humoriste qui a eu ce problème-là? C'est Kevin Hart qui avait été pressenti pour présenter la cérémonie des Oscars et qui a malheureusement pas pu le faire parce que 10 ans plus tôt, il avait fait 3 tweets homophobes. Et certes, c'était pas malin de sa part. Euh, Mais comme il l'a expliqué, il a dit qu'il voulait pas faire une tournée des médias pour s'excuser. Mais en revanche, il a fait une tournée des médias pour expliquer pourquoi il n'était pas homophobe. Ce qui revenait un peu au même que de s'excuser, même si c'est pas vrai. Enfin, il a, il a une façon bien à lui de communiquer, quoi. Mais c'est bizarre de se dire, ok, d'accord, donc si tu dis ça il y a 10 ans, c'est comme si ça allait rester à vie. Et mais sur certains sujets. Donc c'est comme si on te disait, ouais, mais cette femme-là, tu l'as aimée il y a 10 ans. Eh ben voilà, t'es obligé de l'aimer toute ta vie. Et de me dire, bah non, la vie change en fait. La vie évolue et donc les raisonnements aussi peuvent évoluer. Et, euh, et on a déjà vu aussi les chemins inverses. De voir des gens, en fait, mais il y a 10 ans, t'étais tellement ouvert d'esprit, et maintenant je te vois, t'as l'air complètement renfermé. Parce qu'on ne sait pas très bien ce que la vie nous réserve. Et donc parfois, il y a aussi des déceptions. Mais donc oui, il y a des trucs sur lesquels je serais pas en accord. Mais après, pour le délire, je serais prêt à le genre dire, voilà, il y a 10 ans j'ai joué ça, je vous le fais de la même manière. Enfin, je l'ai réétudié. Et alors, plus pour la blague, après, à la limite, il y a démonter ou compléter des choses. Parce qu'aussi, ben, il n'y a rien à faire. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 20 piges, j'en ai 35, donc l'expérience de vie non plus n'est pas la même. Tu viens de dire, je l'ai réétudié. Ça veut dire qu'un spectacle, vraiment, tu considères que tu l'étudies avant de le présenter aux gens? C'est vraiment comme Alors, ça? ça dépend le stade du spectacle, parce que ça, je l'ai vécu avec le premier confinement. Donc, j'ai mon spectacle, qui n'est pas le premier, mais j'ai mon spectacle Optimiste, qui, sur l'année donc 2020, a été fortement interrompu à cause de confinement, pandémie, enfin premier confinement, deuxième confinement. Et donc, je l'ai joué genre le 18 janvier et, et ensuite je l'ai joué le 25 ou 27 septembre. Donc, entre ces deux dates, j'ai fait d'autres choses, mais je n'ai jamais pris le temps de le répéter tout seul. Et donc, c'est genre 1 ou 2 semaines avant la date en septembre où je me suis dit mince, en fait, c'est quoi que c'est quoi que je racontais dans le spectacle. Et donc là, c'était pas vraiment l'étudier, c'était se le remémorer. Et donc après, creuser quand même en se disant, ok, je disais ça, ça, ça. Mais oui, il y a eu une part d'études dessus, mais sinon après, c'est souvent des histoires. J'ai des notes là, par exemple, ici sur cette feuille. Ça ressemble vaguement à des idées, quoi. Tu vois, là, il est mis quoi? J'ai arrêté d'être hypochondriaque. Voilà, la phrase est terminée. Après, dans ma tête, je me dis juste, ben, je le sais pourquoi j'ai arrêté d'être hypochondriaque. Donc, libre à moi de le développer comme je le sens. Mais c'est dans les méthodes de travail de chacun, je pense. Tu notes comme ça toujours des idées? Dès que quelque chose te vient, tu notes sur un papier et puis tu y reviens après? Oui, il y a des choses, je note parce que parfois, c'est juste, j'y ai pensé, je m'étais dit, ah oui, je m'étais déjà dit que j'avais pensé à ça et qu'il fallait que je le note. Et donc, je le renote, mais donc parfois, je me retrouve avec 3 fois la même idée sur des feuilles différentes. Ah oui, je la notais souvent, donc à mon avis, c'est une idée importante. Mais la difficulté, c'est que les, le développement d'idées est beaucoup plus rapide dans ta tête que quand tu essayes de le mettre par écrit. Donc parfois, tu as juste une idée, tu es là, ah ouais, je vais essayer de le noter. Tu es au 4e mot de ta phrase à l'écrit et tu es au 27e dans ta tête et tu es là, merde, je me suis perdu dans ce que je voulais écrire, je sais plus pourquoi je disais ça. Et donc, il y a une espèce de réflexion où je me dis, bon, allez, je note toutes mes idées
Et petit à petit, je les assemble. Donc je suis très lent, moi, à l'écriture. Et l'été passé, il y a eu aussi, tu as commencé une tournée des barbecues. Mhm. Ça, c'est complètement différent du coup parce que tu as été vraiment chez les gens. Pourquoi tu as eu envie de faire cette formule-là? Alors, c'est né d'une blague. C'est né d'une blague, même si après coup, j'ai appris que Haroun avait fait une tournée barbecue avant moi, mais ne le savait pas. Donc, je suis content d'avoir eu une idée qui va dans la lignée d'un mec comme Haroun, puisque c'est quand même un petit génie. Mais, euh, mais le truc, et j'essaye pas de dire que je suis un petit génie, entre parenthèses, hein, moi j'aime bien manger. Mais donc, une tournée barbecue, c'était l'idéal pour manger et rire. Mais l'idée donc est née d'une blague. J'étais chroniqueur sur Énergie et le présentateur, comme on est toujours, on est en sortie de confinement, de premier confinement. Les spectacles ne peuvent pas encore avoir lieu puisqu'ils ont été interdits à ce moment-là jusque fin juin. Et donc, innocemment, il me pose la question à l'antenne. Il fait: Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et pour rire, je dis: Bah ouais, je vais faire une tournée des barbecues. Et en fait, les auditeurs qui m'appréciaient à ce moment-là, qui peut-être m'apprécient toujours, ont pris, c'est comment l'expression? La balle au bon? Mhm. Eh ben, voilà, ils ont pris la balle au bon et j'ai reçu des messages en privé: Ouais, tu vas réellement faire une tournée barbecue, c'est trop génial, viens chez nous. Et donc, en fait, de fil en aiguille, euh, je me suis dit, bah, ok, il y a quelque chose à faire. Et mon amoureuse m'a dit: Tu l'as dit à l'antenne, tu l'as dit, tu t'y tiens. Et t'es-tu dans l'âme? J'ai dit: Je l'ai dit, je le fais. Et je l'ai fait et c'était une super expérience. C'était vraiment avec, avec son lot de surprises, évidemment. C'est plus compliqué de se confronter comme ça aux gens, en tout petit groupe, 15 personnes. Alors, en fait, le petit groupe, dans tous les cas, est plus complexe que la grande foule, puisque bah, les réactions enfin, en petit comité, genre si tu joues devant 10 personnes, s'il y en a que 2 qui rigolent, tu vois surtout qu'il y en a 8 qui n'ont pas rigolé. Si tu es devant 5000, s'il y en a 4000 qui rigolent pas, il y en a 1000 qui ont rigolé, c'est énorme. Donc, le contact n'est pas le même, mais en petit comité, donc c'est déjà plus difficile. Et en petit comité, chez les gens, c'est encore plus difficile, mais c'est tellement enrichissant à bien des niveaux. Euh, mais oui, non, la difficulté, c'est que bah, là, il y avait des barbecues, par exemple, on mange ensemble, et puis bon, bah, c'est genre, on est 8 à table, et puis bon, ben voilà, on a fini de manger, je me lève, je fais les blagues, mais ça fait 1 heure qu'on parle ensemble. Quand moi je commence à raconter mes histoires, les gens continuent de me parler normalement. Je dis: Non, mais là en fait, là il allait avoir une blague. Et donc tu as des blagues qui tombent à plat, mais ça ne rend pas le spectacle mauvais ou nul. Ça rend le spectacle en fait complètement différent, puisqu'en fait il y a une énergie avec les gens, tu es dans un partage. Et parfois, au lieu d'avoir un rire, t'as juste la réaction d'une personne qui va dire: Mais non, tu l'as vraiment vécu. Allez. Et toi, t'es là: Si, attends, tu vas voir la blague. Et la personne va continuer de te parler. T'es là: Bon, tant pis, la blague ne va jamais venir, mais on aura la conversation. Mais on sent que la personne est quand même captivée, ou les personnes sont captivées par le propos. Donc il y a un indice. Et après, c'est chouette par contre de prendre les blagues qui ont été faites dans ces tournées barbecue et de les mettre dans des vraies salles. Et alors là, de sentir la vraie réaction, ou au contraire de se dire: Ah, ils avaient raison de me parler pendant cette blague parce que c'était vraiment pas drôle. Et donc après, ça permet d'ajuster son texte complètement en se disant: Voilà, là je coupe parce que c'est plus anecdotique et ça sert à rien, ou ça je garde parce que justement c'était déjà drôle en barbecue et c'est encore plus drôle dans une salle. Et quand tu es dans ta vie privée, t'es aussi celui qui se lève et qui va faire des blagues autour de tes potes? Non, moi je reste assis. Et je, C'était pour l'image. mais non, enfin ça dépend. Ça dépend, mais genre quand on est en famille, je sais que j'aime bien de temps en temps placer un bon mot par-ci par-là, ou parfois être complètement bourrin, hein, voilà. Mais je sais pas, je trouve genre par exemple quand on est en famille, ma sœur est
tellement plus subtil que moi. Mais ma sœur, c'est la réincarnation, à mes yeux, de Louis de Funès. Donc elle a vraiment... elle a des bonnes punchlines et alors elle a des expressions genre corporelles juste dans le regard. Ou... J'ai voulu le mimer, mais on est dans un podcast, donc ça sert un peu à Ça ne rien. se verra pas. Mais, mais donc oui, non, ça. Donc il y a des fois, en fait, j'aime bien... si je sais que je suis avec des gens que j'admire pour X, Y raison, je préfère être un spectateur qui va dévorer le discours ou tout ça. Et parfois, on va me dire, toi, tu réagis pas. Je fais, non, là, je suis vraiment en train de profiter. Entre guillemets, vis ma meilleure vie parce que je suis face à quelqu'un que j'admire, qui est en train de parler, qui pas spécialement va me faire éclater de rire, mais je vais avoir le sourire du début à la fin en me disant waouh, c'est tellement génial, les idées s'enchaînent avec. Enfin voilà, j'ai des papillons dans le ventre, quoi. Pendant le confinement, donc avec la fermeture des salles dont tu parlais tout à l'heure, tu as commencé à faire les vidéos Ouais. en ligne sur tes comptes Facebook, Instagram. Pourquoi tu avais eu cette envie de transformer un spectacle finalement vivant, le spectacle que tu aimes, en vidéo sur les réseaux sociaux où tu n'as pas ce contact avec les gens? Alors, le truc, c'est que j'avais pris le rythme des chroniques à la radio où toutes les semaines, je devais proposer une chronique. Et donc, il y avait une sorte de rythmique qui s'était installée et j'aimais bien. Et fin est le Seigneur. Et fin, alors que je suis complètement athée, mais cette chanson est arrivée. Ah, c'est mon verre de rhum. Voilà. Ah bah voilà, il est fini en plus, donc voilà. Il est fini, donc je chante. Non, donc plus sérieusement, c'était... Donc on est juin 2020. Je suis pas renouvelé à la radio, ce qui n'est pas un drame en soi. À la limite, j'étais un peu soulagé parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, juste par rapport au métier de l'humour, je trouvais ça complexe de fournir des chroniques toutes les semaines puisque l'actualité était redondante avec le Covid, et heureusement de temps en temps Eden Hazard, puisque nos journalistes aiment bien en parler. Et donc, c'est devenu... Je l'aime bien. J'aime bien Eden Hazard, mais j'aime bien faire des blagues sur lui à cause des journalistes. Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est encore une autre parenthèse. Mais donc là, j'étais soulagé puisque justement, ok, il n'y a plus besoin de devoir suivre l'actualité à 100%, qui n'était pas une actualité folichonne. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais une vidéo, on est fin juillet, et je fais une vidéo sur Nabila. Enfin, pas vraiment sur Nabila, c'est une sorte de conversation où je vois une de ses stories. C'est non, c'est même pas que je vois sa story, c'est que quelqu'un a pris sa story et l'a publiée sur Twitter en disant mais enfin, comment c'est possible de blablabla en l'insultant. Et moi je regarde la vidéo et je me marre en voyant un peu le côté décalé de Nabila, puisque j'ai rien de méchant à dire sur elle, je la connais pas personnellement, je suis pas fan du business qu'elle a développé, mais après force est de constater qu'elle se débrouille bien là-dedans, donc félicitations à elle. Et je me dis, en voyant cette vidéo-là, cette première vidéo de elle, euh, je dis cette première-là parce que j'en ai fait 2 sur elle. Mais je vois ça et je me dis, ça pourrait être drôle de faire une conversation avec elle, mais comme si c'était ma pote. Et donc, j'ai considéré à ce moment-là Nabila comme une amie qui pourrait avoir un discours un peu décalé, un peu à la Phoebe dans Friends, et vraiment avoir avec des réflexions un peu loufoques, genre, enfin, parce que là, en l'occurrence, elle se plaignait que son vélo soit pas électrique, et elle disait, je comprends pas, je pensais que c'était un vélo électrique parce qu'il y a des câbles, alors que les câbles, c'est les câbles de frein. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le monter en conversation, et je fais cette vidéo, et ça prend... je pense, majoritairement, les gens ont bien rigolé. Après, c'est triste, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en profitent pour déverser leur haine, en disant, mais est-ce que c'est... bref... Et moi, j'ai envie de dire, bah non, j'ai fait. Le but, c'est que si elle voit la vidéo, j'ai envie qu'elle rigole. Par la suite, sur d'autres influenceurs, je suis pas arrivé. Bon, s'ils voient la vidéo, je préfère qu'ils rigolent, mais je suis arrivé aussi sur un truc où je me disais, ben voilà, je vais dénoncer, mais je vais d'abord répondre à la question. Donc, je suis arrivé là-dedans. C'est un peu un hasard. J'ai commencé à faire des vidéos donc en rebondissant sur les politiciens qui nous disaient les règles à suivre par rapport à la pandémie. Et comme c'était eux, en fait, entre guillemets, qui m'empêchaient de monter sur scène,
bah, je m'amusais à les taquiner sur les règles qu'ils nous proposaient et surtout la communication qui entourait ces règles. Parce que il y a eu, il y a eu énormément de, de problèmes de communication, de gestion. Parce que je dis pas que j'aurais fait mieux au niveau de la gestion, mais quand on prend juste le premier confinement, bon, bah, l'histoire, la saga des masques, je veux dire, j'avais l'impression que, en plus de ne plus pouvoir exercer mon métier à cause de eux, ils essayaient de me le voler, mon métier. Parce qu'en soi, en soi quand on entendait Maggie Debloc qui disait, qui a fait son raisonnement sur on avait des masques mais ils étaient périmés, on les a supprimés, on les a pas renouvelés, on en a commandé, c'était pas les bons, enfin bref, je vais pas refaire tout l'historique. Je disais, bah là, il y a des vidéos à faire, puisque je peux pas être sur scène, mais j'ai quand même des gens qui me suivent sur Internet, et grâce à la vidéo la première vidéo que j'ai faite sur Nabila, la communauté sur Facebook avait grandi, parce que genre, j'ai plafonné à 10-15 000 abonnés sur Facebook pendant, je sais pas, 6-7 ans. Je fais cette première vidéo donc euh, en juillet 2020 et ça double le nombre de gens qui me suivent. Et puis je commence à réagir à nos politiciens. Je vois que petit à petit, ça commence à augmenter. Je suis en dessous de 40 000 personnes qui me suivent, mais je vois qu'il y a commencé à avoir un échange. Puis en plus de moi de ne pas pouvoir monter sur scène, bah, les gens, par extension, non plus, ne pouvaient pas aller dans les salles de spectacle. Donc, ils commençaient à avoir une sorte de divertissement. Et c'était pas quelque chose de calculé, c'était juste, bon, ben voilà, les politiciens parlent, je fais une vidéo. J'aime bien intervenir et venir pointer du doigt les problèmes de communication. Puisque pour le reste, j'ai rien à dire, je suis spécialiste de rien. Donc, moi, le masque, le vaccin, tout ça, je n'en parle pas tellement, puisque, bah, voilà, c'est c'est des sujets complexes et peu importe ce que tu vas dire, il y aura des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre. Et moi, le but, c'est pas que les gens commencent à s'énerver, c'est que les gens commencent à rire. Et donc, je commence à faire ces vidéos et c'est devenu une sorte de rendez-vous parce que plus j'en faisais, plus les gens me disaient ah, vivement la prochaine vidéo. J'étais ah, il y a une attente. Et en fait, tout bascule positivement le 18 janvier 2021 où là, c'est même pas une vidéo sur les politiciens, c'est une vidéo sur une influenceuse qui, elle, proposait des faux livres, les fake books. Et je fais cette vidéo et là, par contre, il y a eu un buzz. Pourquoi elle plus qu'une autre? Parce que j'avais fait d'autres vidéos que moi je trouvais plus drôles, vraiment. Mais celle-là buzz, mais fort. Fort. On est confiné, on est à la maison, alors le truc, c'est que j'ai assisté au buzz, je l'ai regardé avec mon amoureuse, vraiment, je publie la vidéo, et, euh, et vraiment, au bout de 10 minutes, je dis à mon amoureuse, waouh, il y a 100 likes, et il y a 100 partages. Je dis, c'est un 100%. Et donc, innocemment, vraiment, je lui dis, oh ben voilà, je crois que celle-là, honnêtement, je dis toujours à mon amoureuse, comme si on les faisait ensemble, alors qu'on les fait pas du tout ensemble, je lui dis, on va atteindre les 1000. Et je disais ça avec beaucoup de bonheur, parce que je me disais, c'est chouette de voir que les vidéos fonctionnent et que, bah, tu sais, je peux plus être sur scène, donc c'est une sorte de truc sur lequel je me suis un peu accroché en me disant, ah, ben, voilà, j'entends pas le rire, mais si j'ai le like, j'imagine que la personne a dû au moins sourire, et donc j'étais content. Et toutes les vidéos là, honnêtement, moi j'avais quoi? J'avais entre 10 000 et 50 000 vues quand c'était vraiment une grosse vidéo. Et là, boum, ça dépasse le million. J'étais, wow, on dépasse le million, mais vraiment, et on savait pas en fait faire autre chose que d'être concentré sur cette vidéo-là et qui a changé la donne en fait parce que je suis passé là de genre un peu moins de 40 000 abonnés à 100 000. Et donc après, bah, évidemment, l'avantage, c'est que ça n'a pas été ma première vidéo, c'est une vidéo qui est arrivée après 10 ans de travail, ce qui fait que beaucoup de gens m'ont découvert à ce moment-là, et ils ont découvert toutes les vidéos qu'il y avait, ce qui a permis à plein de gens de se dire celui-là on l'aime bien, ou au contraire celui-là vraiment on le déteste. Et l'avantage, c'est que dans la mesure où en fait, j'ai pas l'impression de donner de leçons de morale ou des trucs pareils, où j'essaie juste d'aller te faire rire ou de faire des conversations, ben les gens sont bienveillants. Dans les commentaires, je vois rarement des haineux ou des trucs pareils. J'en ai, parce que voilà, ça existera toujours, mais l'avantage maintenant qu'avec cette visibilité, c'est quand il y a quelqu'un de méchant, j'ai beaucoup de gens gentils qui viennent me défendre, qui sont là, non!
Et donc ça, c'est toujours drôle. Après, parfois, il y a des gens qui me défendent, qui deviennent eux-mêmes un peu violents. Et je suis là, non, c'est pas nécessaire. Restons sur quelque chose de gentil, de courtois, dans l'échange. Parce que ça m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui n'aimait pas. Il me dit, ouais, c'est impossible de regarder tes bazars, j'aime pas du tout. Et il l'a mis en commentaire. Et donc je m'étais dit, bah maintenant, en fait, grâce aux mises à jour des pages et tout ça, en fait, on peut envoyer un message privé à la personne directement en réponse à son commentaire. Et je lui avais dit, parce que ce jour-là, j'avais vraiment rien à faire, puisque bah, confiné et tout ça. Et je lui réponds, honnêtement, moi je suis ouvert à la discussion, quoi. Si t'as envie de me dire que c'est imbuvable ce que je raconte, eh ben je suis prêt à l'entendre. Mais développe-moi alors ton idée. Et je voulais pas le mettre en commentaire parce que j'avais pas envie qu'il y ait tu sais, X, Y, Z qui interagissent aussi. Et donc je lui ai juste dit, en fait, on a commencé à discuter. Et ce gars-là, eh ben, je l'ai vu en vrai par la suite. On a bu un verre et on a conclu une chose. Humainement, on s'entend bien, mais humoristiquement, j'arriverai jamais à le faire rire. Et voilà, c'était une belle leçon de vie aussi que j'ai trouvé drôle. Et donc, l'envie de faire les vidéos, ben, elle est. Voilà, j'en ai fait une, ça a fonctionné, puis de plus en plus, de plus en plus. Et comme il y a eu de la demande, après, je me suis dit, bah, je vais continuer à en faire. Et donc là j'avais eu un commentaire d'une personne qui disait, ouais, mais si t'as pas envie qu'on t'oublie, il faudrait que t'en fasses plus. Et je me suis dit, je vais garder un rythme de scène, par contre, c'est quand je sens que j'ai quelque chose à faire, je le fais, mais sinon, je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc voilà, parce que là, parce que là, c'est quoi, avec le retour de la scène, il y a des gens qui me disent, ouais, mais t'auras plus le temps pour faire des vidéos. Et je me dis, bah si, je vais continuer à en faire, mais vraiment, si j'ai un truc à raconter ou qui me fait vraiment rire, mais je vais pas me forcer, parce que sinon, alors là, ça va vraiment devenir imbuvable pour moi en premier, et alors là, ça va être catastrophique. Et ces vidéos, même si c'est pas le but à la base, c'est un peu aussi de l'auto-promo finalement. Tu espères que ces personnes qui like, qui t'ont découvert sur les réseaux sociaux, etc., aient envie maintenant de te voir sur scène. Oui, il y a eu ça, c'est quoi, bah, justement, après le buzz, je m'étais dit, ok, j'ai gagné en visibilité, et, euh, et à ce moment-là, ben, je savais pas trop quand on allait pouvoir, il n'y avait pas de perspective par rapport à une reprise quelconque. Donc j'y pensais pas encore, mais genre c'était aux alentours du mois de mars, où j'étais encore en train de débriefer, je ne sais pas, le quantième Codeco qu'on a eu. Et je me disais, ouais, c'est vrai que quand on va pouvoir remonter sur scène, ce serait cool que tous ces gens qui m'ont découvert et qui m'ont envoyé des messages de dingue, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de choses. Oui, humainement, on retient souvent le négatif, et c'est des choses qui nous permettent de faire des sketchs, parce que le négatif, enfin, si je te dis quelque chose de négatif, et après, ce que j'en fais, ça peut devenir drôle. Si je te dis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, t'es un génie, je t'aime, je vois pas très bien ce que je peux faire comme blague derrière, mis à part dire, voilà, j'ai attrapé un énorme coup, et je m'en fous. Donc non, c'était pas le but. Il y a eu des messages où tu te dis ça, de rebondir dessus, mais donc, ah ouais, grâce aux vidéos, je m'étais dit, ouais, ce serait quand même cool de se dire, bah, ça s'arrête pas juste aux vidéos. Et donc là, le truc que j'ai eu, c'était des conversations avec des potes. C'est ils disaient, ouais, faut que tu monétises et tout. Et donc je me suis dit, ça va être mon win-win à moi. Moi, je fais des vidéos, je les propose gratuitement. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsoring. Mais en revanche, la place de mon spectacle, elle est payante. Et donc voilà. Et pour le moment, ben, ça se passe plutôt bien, puisque toutes les dates qu'on a annoncées sont complètes jusque fin août. Enfin, toutes, il y en a 6, mais C'est déjà pas mal. enfin, il y en a 6 où c'est mon spectacle tout seul, et il y en a 2 où c'est des plateaux. Et après, on va en rajouter petit à petit, mais c'est aussi la difficulté, c'est de jongler maintenant avec la reprogrammation et aussi les reports de spectacles qui n'ont pas pu se faire pendant les confinements. Et, euh, et de voir que, c'est, sans être capricieux, il y a une forte demande, mais il y a aussi parfois l'envie de dire aux gens, ben, je suis pas le seul artiste en Belgique, et on a énormément d'artistes à devoir reprogrammer des dates, honorer les reports, et Dieu sait qu'on a envie de les honorer, parce que le reporter une fois c'est pas cool, deux fois ça devient chiant, trois fois c'est déprimant, quatre fois t'es là, mon Dieu, mais les gens vont annuler leur billet ou des trucs pareils. Et de voir qu'il y a des gens qui ont réservé leur billet il y a 2 ans, il dit, mais eux, je vais arriver, je vais faire un câlin à tout le monde, je vais dire que c'est pas Covid friendly, mais je m'en fous, dans mes bras. Et, et donc,
Et donc, ouais, comme ça se transforme, mais je ne vais pas cracher dessus, quoi. Je suis super content. Et j'espère évidemment qu'on va rajouter plein de dates et que je pourrai aller encore dans plus de villes ou même des villages. Parce que finalement, la pandémie nous l'a prouvé, c'est plus simple de jouer dans une petite salle de 50 personnes pour le report. Ça se passe de façon plus tranquille que de devoir dire à 2500 personnes: Bon, les gars, est-ce que vous êtes tous disponibles finalement dans 6 mois? Et tu le disais, c'est important aussi pour un humoriste de temps en temps refaire des petites scènes, des spectacles plus courts, etc. C'est important de toujours comme ça se challenger finalement en retournant sur des petits plateaux. Oui, oui, oui. Oui, bah déjà ce qu'il y a de bien dans les plateaux, en fait, c'est que les gens viennent pas spécialement pour toi. Donc, c'est à partir du moment où tu as créé ta communauté ou ton public, genre on prend un Bigard, les gens qui aiment Bigard, quand ils vont voir Bigard, ils savent pourquoi ils vont voir Bigard. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent. Bah, il y a une partie qui doit savoir pourquoi il vient me voir, il y en a toute une autre partie qui ne le sait pas encore. Et ce qu'il y a de bien, en fait, quand tu fais des plateaux d'humour, on est genre 6 7 humoristes, là, les gens, ils se disent juste, on vient voir, on sait pas très bien, il va y en avoir plusieurs. Et c'est cool pour le public, dans un sens, de se dire, ben voilà, là, je vais découvrir plein d'artistes, ou alors je vais en voir un que je connais, ou deux. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme le public n'est pas spécialement venu pour toi, tu as aussi ce bonheur de te dire, ok, c'est des gens qui vont pas spécialement rire à mon rictus ou à ma façon de me tenir sur scène, parce que c'est des gens qui soit n'adhèrent pas à mon humour du tout, et on ne sait jamais, miracle, je vais les convaincre, ou c'est des gens qui ne me connaissent pas et qui bah là, vont avoir le choix de se dire, je découvre un artiste que j'aime bien, j'ai envie d'en connaître plus, ou voilà, bah, j'ai apprécié, j'irai pas plus loin, ou au contraire, bah, ça arrive, c'est pas lui, voilà, pas lui ou pas elle. Même si ton parcours n'a pas toujours été facile, entre guillemets, tu n'as aucun regret, enfin, tu te dis vraiment que c'était nécessaire pour arriver là où tu en es. Oh, bah, avec le caractère que j'ai, oui. Oui, oui. Oui, non, mais non, je regrette rien parce il y a des bons souvenirs à chaque étape. Il y a des mauvais souvenirs aussi à chaque étape, mais il y en a des bons. Et puis après, il y a des trucs qui ont été tellement formateurs qui. Le, en fait, c'est le problème pas que de l'artiste et de l'ego, c'est le problème aussi de la société de surconsommation dans laquelle on est et de la société du résultat. Mhm. Parce qu'on est dans une société qui veut du résultat. Elle veut du résultat immédiatement. Donc, je me souviens au début, quand je commençais, je disais, ouais, je me lance en humour. Ah, le futur Gad Elmaleh, tu vas faire Forêt Nationale, et des trucs pareils. Et dire, bah, écoute, j'arrive pas encore à faire rire un café-théâtre complet. Donc, peut-être y aller étape par étape. Et donc, je suis content, moi, d'avoir vraiment genre un petit escalier où les marches, parfois, sont très fines, mais tu sens que là, j'ai augmenté de 1 centimètre. Et, et ça va pas vite, mais ça va. Et donc, je trouve ça chouette parce que ça me permet d'apprendre énormément de choses sur, comme je disais plus tôt, moi j'ai mis 10 15 ans à vraiment trouver la façon dont je voulais parler aux gens, à être libre avec moi-même sur le fait de, bah voilà, ça c'est la version de moi avec laquelle je me sens le mieux quand je dois parler en public ou quand j'ai envie de faire rire. Et il y a quelqu'un qui avait bien résumé ça, c'était à mon premier festival d'Avignon en 2017. C'est un spectacle où c'est une catastrophe. C'est vraiment, je ne fais pas rire les gens. Et il y a une madame qui vient à la fin du spectacle et qui me dit, vous savez, c'est ça le problème avec vous, hein. C'est que pendant 1 heure, j'ai eu l'impression que je parlais avec quelqu'un dans un bar et que c'était un ami mais que je connaissais pas. Et j'étais là, mais c'est exactement ça que je veux, moi. C'est un ami, voilà, je veux. Je ne dis pas qu'on va devenir les meilleurs potes du monde, mais je dis, j'aime bien ce truc complètement improbable de tu rencontres quelqu'un un soir et putain, waouh, j'ai passé une soirée avec un inconnu, je me suis marré comme un dingue. Et puis après, chacun fait sa route. Après, qui sait, on est peut-être amené à se retrouver. Mais c'était ça que j'aimais bien. Et je lui avais dit à la madame, je fais, mais oui, vous venez de décrire exactement ce que je veux. C'est là-dedans que je vais. C'est, ça m'empêche. Ça veut pas dire que j'ai envie de manquer de respect aux gens, mais j'aime bien tutoyer. J'ai le tutoiement facile, mais bon, si les gens viennent à mon spectacle, je me dis, bah, on peut peut-être éventuellement, oui. Après, évidemment, il y a aussi le protocole. Si je vois que c'est une personne âgée, bah, je vais plus aller sur un bon vieux vous.
Euh, et c'est la magie aussi de la politesse, hein. À partir du moment où tu la présentes, la politesse, les gens t'invitent à ne plus l'être. Si tu dis vous à quelqu'un spontanément, la personne sera plus enclin à dire ah non, moi tu me dis tu. Et dès que là t'es la bonne heure, c'est vrai que si tu dis tu directement, on va dire on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et donc ça dépend, mais je préfère arriver sur un bon vieux tu amical, sans manquer de respect, et quelque chose qui va m'amener dans un partage complet où je me dis le plus important au final, c'est pas d'être drôle toutes les 3 secondes, le plus important c'est il y a une histoire qui va vous emmener et vous allez pouvoir rire au moment euh, qui vont résonner en vous. Et quand vous allez pas rire, ben, vous allez rester comme chez Pichi Banda finalement, suspendu aux lèvres en se disant on veut la suite. On arrive à la fin du podcast avec cette dernière question un peu rituelle. Je peux dire qu'elle est rituelle maintenant parce que c'est la deuxième fois que je la pose. Nous sommes dans un rituel, ok, attends, je Voilà. m'installe en position rituelle. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Que ce soit personnel ou professionnel. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait? Ah ben, j'y avais jamais pensé à ça. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire? Euh, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein. Dans les choses que j'aimerais oser faire, peut-être un saut en parachute. Parce que je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo de Will Smith. Non. Il a une vidéo, il explique en fait la prise de risque. Parce que ce qui bloque beaucoup de gens dans bien des aspects de la vie, c'est oser le faire. Et il a une métaphore avec le parachute, je la connais pas par cœur, donc je vais pas m'aventurer dedans, parce que sinon je vais fausser le propos et peut-être qu'on arrivera sur quelque chose de beaucoup moins glorieux. Mais donc je t'invite à regarder ça, parce que c'est vraiment un bon point de vue. Enfin, en général, Will Smith, quand il dit quelque chose, moi j'aime bien. Donc, je sais pas si tu as déjà entendu son point de vue sur le bonheur. Ah non. Ça aussi, ça je le connais par contre, parce que je Vas-y. suis en couple et donc c'était, ben voilà, ça par contre c'était quelque chose à la base que j'avais pas osé faire, mais que j'ai osé faire, c'était d'expliquer à mon amoureuse que mon bonheur ne réside pas sur ses épaules, mon bonheur réside sur mes épaules, je m'occupe d'abord de moi et en fait comme ça si je suis bien avec moi-même, je ne peux être que bien après avec les autres, tandis que si je confie mon bonheur sur les épaules de mon amoureuse, il y a de fortes chances que je sois tout le temps triste en fait. Et donc il suffit qu'elle me dise ce soir je pars boire un verre, t'es là, ah, même enfin tu me laisses tout seul. Moi elle me dit tu pars boire un verre, je fais, mais génial, c'est une bonne nouvelle. Elle me dit je reste ici, génial, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est comme je l'avais dit aussi dans une vidéo par rapport au Diable Rouge, puisque bientôt c'est la compétition. Mon bonheur ne réside pas sur les épaules de 11 syndromes de Peter Pan. Ils aiment bien courir derrière une balle, et ben moi je suis content d'être content. Donc voilà, ça c'était quelque chose à la base où en fait, quand j'avais entendu ce propos de Will Smith, je m'étais dit, ouf, ça résonne fort en moi, ce côté bonheur. Et, euh, et en fait, c'était de se dire, c'est son raisonnement qui résonne en moi. Donc comment faire ensuite pour que ça devienne aussi, quelque part, mon raisonnement, mais sans faire un copier-coller de quelqu'un d'autre. Et donc, c'était de trouver les mots et de les apporter auprès de ma copine sans la vexer en disant écoute, moi si t'es pas là je suis content. Non non, c'est pas du tout ça, mais c'est juste je vais d'abord me concentrer pour être heureux, comme ça aussi moi de mon côté si je vais bien je ne pourrai t'apporter que du bonus positif. Et donc il y a ce côté dans les choses que je voudrais faire mais que j'ai pas encore osé faire, sauter en parachute qui pourrait être aussi une découverte sur moi-même, de dire il y a un pas à sauter sur c'est l'appréhension, parce que en fait finalement quand je monte sur scène j'ai aussi ce stress là de il faut passer le pas, et tous les soirs c'est tu sautes dans le vide en te disant je vais vivre quelque chose d'autre, parce que ce soit une pièce de théâtre ou même si le texte est super bien écrit ou quoi que ce soit, la façon dont tu vas le jouer va être un peu différente. Et là, le stand-up, comme c'est toi qui écris, tu n'as pas de mal à un tout petit peu manquer de respect à l'auteur, puisque l'auteur, c'est toi-même. Et donc, de changer les mots sur le moment même, en fonction de comment ça se passe dans la salle et tout. Donc ça, c'est mon saut en parachute que j'ai déjà fait, mais j'ai jamais fait un vrai saut en parachute, donc je me dis, ça pourrait être pas mal. Mais si je le fais, j'espère qu'il y a un énorme trampoline géant au sol en me disant, si le parachute s'ouvre pas... Parce que ce serait l'équivalent d'une soirée où tu te lances et où le public rigole pas. Et t'as l'impression de tomber à plat comme une merde. Sauf que la différence entre le parachute
et la scène, c'est que la scène, tu peux tomber sur un public qui ne va pas rire, mais qui va passer un bon moment. Et donc, tu vas découvrir à la toute fin de ton spectacle que le parachute s'est ouvert. Tandis que dans la vraie vie, si le parachute ne s'ouvre pas, à la toute fin, tu ne découvres rien, sauf si tu as des croyances et peut-être que tu vas vivre un nouveau voyage. Ben merci PE. Mais merci à toi surtout. Et moi j'ai fait un saut en parachute et il s'est ouvert. Tu peux y aller, ça va. Oui. Ça va. J'ai préféré couper l'enregistrement ici parce qu'à partir de ce moment, on inverse les rôles et PE me pose plein de questions sur mon saut en parachute. Et ça n'avait finalement plus trop sa place dans l'épisode, mais en tout cas un grand merci à PE d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté ce 2e épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez le podcast. Et puis laissez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Dans les notes de cet épisode, vous retrouverez le spectacle de Peachy Banda dont PE a fait la première partie, mais aussi la vidéo du saut en parachute de Will Smith. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.